si A est un anneau commutatif unitaire et I un idéal de A, alors I maximal, I idéal maximal implique que I est un idéal premier. En effet, si I est un idéal maximal, alors A sur I est un corps, donc I est bien un idéal premier. On voit maintenant le théorème de Krull, du nom de mathématicien allemand du XXe siècle, spécialiste d'algèbre, notamment des groupes et des anneaux. Si A plus multiplié est un anneau commutatif unitaire, que I est un idéal propre de A, c'est-à-dire différent de A, alors il existe un idéal maximal qui contient I. Démonstration, soit X ensemble des idéaux J de A qui contiennent I, tel que J est donc différent de et tel que J est différent de A, donc des idéaux propres. Alors, I appartient à X, donc X est différent du vide. La relation d'inclusion est évidemment définie sur X et c'est une relation d'ordre, soit J une famille totalement ordonnée de X. Forme J égale l'union des J, et 0 appartient à J, et donc 0 appartient à J, et si X, Y appartient à J, il existe IK appartenant à I, tel que X appartient à J, Y appartient à JK. Mais on a ça ou ça parce que la famille est totalement ordonnée. Si on a ça, alors X, Y appartient à JK, donc X moins Y appartient à JK, parce que JK est un idéal, donc un sous-groupe, et donc X moins Y appartient à J, idem si JK est inclus dans J. Donc J plus est un sous-groupe de A+, soit A appartenant à A et X appartenant à J. X appartient à J, donc appartient à l'un des J, donc AX appartient à J, puisque J est un idéal de A. Donc AX appartient à J, quel que soit A appartenant à A, et X appartenant à J, donc J est un idéal de A. I est inclus dans J, quel que soit I, donc I est inclus dans J égale l'union des J, J est différent de A, sinon on aurait 1 appartient à J, et donc il existerait un I tel que 1 appartient à J, mais alors X fois 1 appartiendrait à J, quel que soit X appartenant à A. Donc on aurait X appartient à J, quel que soit X appartenant à A, donc J égale A, ce qui est faux, parce que les J sont propres, donc J est différent de A. J est un idéal propre de A qui contient I. Donc J appartient à X, et J est un majorant de la famille, donc X est inductif. D'après le théorème de Zorn, il existe un élément J maximal dans X, donc J est un idéal propre de A contenant I. D'accord ? Soit J' un idéal de A contenant J. Il contient donc I. Si J' est différent de A, alors J' appartient à X. D'accord ? Alors, J' et J est donc inclus dans J', inclus ou égal, si J' est différent de J. On a une inclusion qui est stricte, avec J' qui appartient à X, ce qui contredit le fait que J est un élément maximal de X. Donc J est différent, ça veut dire quoi maximal? Si J n'est pas inclus dans K, quel que soit K appartenant à X. Alors là, il serait inclus dans J' alors que J' appartient à X. Donc, on a mal supposé, on avait supposé J' différent J. Donc ça veut dire que si J' est différent de A, alors J' égale J. Donc J est bien un idéal de A contenant I, et c'est un idéal maximal de A, car J' idéal, si J' est un idéal contenant J, et que J' est différent de A, alors J' est égal à J. Remarque que si I est un idéal propre d'un anneau commutatif A, il n'y a pas unicité de l'idéal maximal contenant I. Exemple, dans Z, on sait que les idéaux sont des NZ. Si Z est un idéal propre, si J est un idéal propre, il est de la forme NZ, et on a cette inclusion si et seulement si n divise 6. Ce qui équivaut à dire que n égale 2, 3 ou 6. On ne prend pas 1 parce qu'il est propre. Si Z n'est pas maximal, parce que si Z est inclus dans 2Z, si c'est pas premier en réalité, donc il ne peut pas être maximal. Mais 2Z et 3Z sont maximaux, parce que si je prends 2Z inclus dans NZ et différent de Z, il faut que N soit égal à 2. Et là, il faut que N soit égal à 3. Donc 2Z et 3Z sont bien deux idéaux maximaux qui contiennent l'idéal propre 6Z. Et ce sont les deux idéaux, ce sont les seuls. Idéal de type fini, tout idéal qui peut être engendré par une partie finie de l'anneau. Par exemple, dans Z, 3Z est de type fini engendré par 3.
Théorème, A, un anneau commutatif unitaire, on a les équivalences. Tout idéal de A est type fini. Toute suite dénombrable IN croissante d'idéaux de A est stationnaire. Ça veut dire ça. Et 3. Tout ensemble non vide d'idéaux de A admet un élément maximal pour l'inclusion. Un tel anneau A est appelé anneau noethérien. Noethérien du nom d'Émile Noether, qui est une mathématicienne allemande du XXe siècle, spécialiste en algèbre et qui a beaucoup travaillé sur les anneaux. Démonstration 1 implique 2. IN est croissante, I égale union IN est un groupe pour l'addition, on a déjà fait ça plusieurs fois, c'est évident, l'union de groupes. Si X appartient à I et que A appartient à A, il existe K tel que X appartient à IK, donc A.X appartient à IK parce que IK est un idéal, donc A.X appartient à I, puisque I est l'union, IK fait partie est inclus dans I. Donc I est un idéal, et donc il est de type fini, engendré par X égale ça. Chacun des AK appartient à un IPK, donc si on prend N égale le sub de ces PK, eh bien IPK est inclus dans IN, quel que soit K allant de 1 à P, donc X est inclus dans IN, et si N est supérieur ou égal à N, on a X inclus dans IN, inclus dans I, petit m, mais comme I est engendré par X, I est inclus dans IN. Donc IN est inclus dans I, et donc I égale IN, quel que soit petit n supérieur ou égal à N, donc IN, I petit n égale I grand N, quel que soit N supérieur ou égal à N, donc la suite est stationnaire. Maintenant on suppose 2 et on veut démontrer 3, donc on prend X un ensemble non vide d'idéaux, supposons qu'il n'y ait pas d'élément maximal, soit I appartenant à grand X, on construit par récurrence la suite IN d'éléments de X, c'est grand classique, en prenant I0 est égal à I, donc I qui appartient à X, et pour N appartenant à N, en supposant qu'on ait réussi à construire jusqu'à IN, et bien comme IN est non maximal, il existe J appartenant à X tel que J soit entre IN et A strictement, et on pose IN égale J. On est alors dans les conditions du petit 2, et donc la suite IN est stationnaire, donc il existe un grand N tel que N supérieur ou égal à grand N implique que IN égale I grand N, ce qui est impossible parce que la suite est strictement croissante, donc X admet un élément maximal, et donc 3 est démontré. 3 maintenant implique 1, soit un idéal I, X l'ensemble des idéaux J de A de type fini tel que J est inclus dans I. Bon, ça existe parce que en voilà un, d'accord, donc X est non vide, donc il a un élément maximal que j'appelle grand J qui appartient à X, et J est inclus dans I, et J est de type fini engendré par une partie delta qui est inclus dans J. Si J était différent de I, il existe X appartenant à I moins J, on prend delta prime égale delta union X, qui est une partie finie qui engendre un idéal K contenant ça et X, donc J va être inclus dans K strictement parce que X n'appartient pas à J. K est inclus dans I parce que delta prime est inclus dans I, donc la partie qu'il engendre est inclus dans I. Delta prime est inclus dans J, donc K est inclus dans J, donc K appartient à X. K appartient à X et J est inclus dans A, est inclus dans K, strictement. Donc J n'a pas d'élément maximal de X. Donc J est égal à I. C'est-à-dire qu'on a le contraire de ça. D'accord? Puisqu'on a abouti à une contradiction. Donc J est égal à I. Et donc I va. Alors I c'était quoi? C'était ce qui était engendré par delta. D'accord? Et donc J c'était engendré par delta. Donc I est engendré par delta. Et donc il est type fini. Et donc on a démontré le petit a. Remarque que si A est un anneau commutatif principal, donc intègre et unitaire, alors A est noethérien parce que tout idéal de A est de la forme AA, donc I est engendré par A et donc de type fini. Exemple, Z est principal, donc noethérien. Tout corps K est noethérien car les seuls idéaux de K sont ça, et K lui-même, donc tous les deux de type fini. Alors, en effet, si I est un idéal qui n'est pas réduit à 0, il existe X différent de 0, donc inversible. Et comme I est un idéal, x.x-1 appartient à I, donc 1 appartient à I. Raisonnement classique qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc 1A appartient à I, quel que soit A appartenant à A. Donc I est égal à A. Et A, évidemment, est engendré par 0,1, puisque tout X appartenant à A est un 0.1 plus 1.x.
Si A est un anneau commutatif unitaire noethérien, alors A sur I est noethérien. Oui, l'espace quotient. Démonstration en utilisant la projection canonique qui à X associe cette classe, J' un idéal de A sur I. Donc J est égal à pi moins 1 de J' est un idéal de A, donc de type fini, engendré par les XK, parce que A est noethérien. Soit J, cet ensemble. Donc alors, on va avoir J qui sera composé des éléments de cette forme-là. Et si Y appartient à J' et que X appartient à pi moins 1 de Y, alors X appartient à J, parce que J c'est pi moins 1 de J'. Donc il existe des accords dans A tels que X est égal à ça. Et à ce moment-là, Y égale pi de X va être égal à ça, parce que pi est un morphisme. Donc pi de ça fait somme des pi de AK, pi de XK. Et donc ça appartient à l'ensemble des sommes des alpha K, pi de XK, où alpha K appartient à A sur I. Et donc, et ça, cet espace, c'est celui qui est engendré par, c'est l'idéal engendré, pardon, par pi de x1 jusqu'à pi de xn, je l'appelle K, J' est inclus dans l'idéal K. Si Z appartient à K, alors Z est de cette forme-là, où alpha K appartient à A sur I, donc si j'appelle AK un des éléments de pi moins 1 de alpha K, je vais avoir pi de AK est égal à alpha K et Z qui va être égal à ça, c'est-à-dire à pi de somme des AK XK, qui appartient donc, ça c'est un élément de J, appartient à pi de J, qui est J'. Donc j'ai K qui est inclus dans J', et comme J' était inclus dans K, ils sont égaux, et donc J', eh bien, je vois que c'est l'idéal engendré par les pi de xk, et qu'il est de type fini. Donc j'avais pris au départ un J' qui était un idéal de A sur I, il est forcément de type fini, donc A sur I est noethérien. Exemple d'un anneau commutatif unitaire non noethérien, eh bien l'anneau des polynômes a une infinité de variables, x1, x2, puis on n'arrête pas. En effet, l'idéal engendré par x1 est inclus, c'est évident, par l'idéal engendré par x1, x2, etc., etc., où in est l'idéal engendré par x1 jusqu'à xn. Ben, cette suite de UK est strictement croissante, donc elle n'est pas stationnaire, donc l'anneau n'est pas noethérien. Remarque, un sous-anneau A' d'un noethérien n'est pas toujours noethérien. Par exemple, je reprends cet anneau qui n'est pas noethérien et je complète grâce au corps de ces fractions, des fractions de A. Et lui, comme c'est un corps, il est noethérien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? A est évidemment un sous-anneau de ce corps. Et lui, A, il n'est pas noethérien, alors que le corps est noethérien. Donc, j'ai bien qu'un sous-anneau A' d'un anneau noethérien n'est pas toujours noethérien. Nous voyons maintenant le théorème de transfert de Hilbert, David Hilbert, le très grand, l'immense mathématicien allemand de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, le plus grand mathématicien de toute cette période du 20e siècle, qui a beaucoup travaillé en géométrie, en analyse, les espaces de Hilbert, sur la théorie des ensembles aussi, et qui a laissé 23 problèmes, dont certains ne sont toujours pas résolus, des problèmes qui ont influencé la recherche mathématique au XXe siècle. Il travaillait à l'université, la fameuse université de Göttingen en Allemagne. Que dit-il? Que si A est un anneau commutatif unitaire noethérien, alors son anneau des polynômes est noethérien. Démonstration qui se fera en plusieurs temps. Là, on va d'abord démontrer des lemmes qui vont préparer la démonstration elle-même. Donc avec certaines définitions. I idéal de A de X, si n appartient à n et que t appartient à I est non nul, et de degré n, on note à n de p le coefficient xn à n de p appartient donc à A. Soit delta n de I, l'ensemble de ces coefficients, auxquels on rajoute 0 parce qu'on n'est pas sûr que ça pourrait être vide. On rajoute 0 qui est lui est de degré moins l'infini. D'accord? Là, on avait bien dit que p était différent de 0 parce que justement 0 est de degré moins l'infini. Donc cet ensemble est non vide et I delta n est inclus, delta n de I est inclus dans A. Montrons que delta n de I est un idéal de A. Donc soit 0 appartenant à delta n de I. Alors 0, c'est pas soit, c'est 0 appartient à delta n de I d'office. Et si B et C appartiennent à delta n de I,
tous les deux non nuls, alors il existe des polynômes qui vérifient ça. Et si b plus c égale 0, 0 appartient à delta n de i. S'il est non nul, alors on a le polynôme p plus q, parce que i est un idéal. Donc il appartient à i. Ce polynôme appartient à i parce que i est un idéal. P plus q est de degré n, évidemment, et b plus c égale an de p plus q appartient à delta n de i. Si b égale 0, b plus c égale c appartient à delta n de i. Et si c égale 0, b plus c égale b appartient à delta n de i. Enfin, si b appartient à delta n de i, si b égale 0, son opposé fait 0, il appartient à delta n de i. S'il est non nul, b est le coefficient d'un polynôme de degré n, moins p appartient à i parce que c'est un idéal, lui aussi de degré n, et moins b est égal à n de moins p appartient à delta n de i. Donc, delta n de i est un sous-groupe de A+. De plus, si b appartient à delta n de i et que a appartient à a, si ab égale 0, ab appartient à delta n de i. Voilà. Et sinon, on a a différent de 0 et b différent de 0. Donc il existe P appartenant à I de degré n tel que B égale à n de P, puisque B appartient à delta n de I, et A appartient à A, est inclus dans A de X, parce que A, c'est un sous-anneau de l'anneau A de X, c'est le sous-anneau des polynômes de degré 0, les coefficients constants, auxquels on rajoute 0. Et donc, A, c'est-à-dire que on identifie A avec a point x puissance 0. Et P appartient à l'idéal I de A de X, donc quand on les multiplie, AP appartient à I. De plus, AP de degré n, A multiplié par AN de P est égal à AB, différent de 0, et AB est égal à N de AP, appartient donc à delta N de I, qui est donc un idéal de A. Voilà. Si IJ sont deux idéaux de A de X tels que I est inclus dans J, alors quel que soit N, AN de P, l'ensemble des AN de P pour P appartenant à I de degré n est inclus évidemment dans l'ensemble des AN de P, P appartenant à J de degré n, puisque I est inclus dans J, donc delta n de I est inclus dans delta n de J. Montrons que quel que soit n appartenant à n, delta n de I est inclus dans delta n plus 1 de I. Si A appartient à delta n de I et A différent de 0, il existe P appartenant à I de degré n tel que ça, soit Q égale Px, il appartient à I parce que I est un idéal, donc quand on multiplie par x qui appartient à A de x, on se retrouve encore dans I. Degré de Q est égal à n plus 1, n plus 1 de Q est égal à n de P est égal à A, donc A appartient à delta n plus 1 de I, et ça reste vrai si A égale 0, puisque à ce moment-là, puisque 0 appartient à delta n de I et aussi à delta n plus 1 de I, et donc on a démontré que delta n est inclus dans delta n plus 1. Quatrième, si IJ sont deux idéaux de A de X tels que I est inclus dans J et delta n de I est égal à delta n de J, quel que soit n appartenant à n. On veut montrer que I est égal à J. Supposons le contraire. P, et il y a donc, si P, alors il en existe, puisque I est différent de J, pour tout P appartenant à J moins I, P est différent de 0, car 0 appartient à I inter J, donc ça ne peut pas être 0. Soit l'ensemble des degrés n qui sont dans des polynômes appartenant à J moins I, eh bien il est non vide, puisqu'on a dit que P, il est non vide, voilà, et c'est l'ensemble des degrés n. Donc il est non vide tout simplement parce que J moins I est non vide vu qu'on a supposé I différent de J. C'est une partie de n, et donc il a un petit élément K qui appartient à n. Donc il existe un polynôme P appartenant à J moins I de degré P égale K, soit lambda son coefficient à K de P, le terme de plus haut degré, il appartient à delta K de J, et delta K de J est égal à delta K de I, donc il appartient à delta K de I, donc c'est aussi le coefficient d'un polynôme Q de degré K, Q appartenant à I. Ouais, c'est ça. Et donc, Q, alors comme Q appartient à I, il appartient à J, puisque I est inclus dans J. Et je considère R égale P moins Q. Il appartient à J, puisque P et Q appartiennent à J, et que J est un idéal. Il n'appartient pas à I, parce que s'il appartenait à I, eh bien on aurait P égale Q plus R qui appartiendrait à I, parce que Q appartient déjà à I, et que I est un idéal. Donc R n'appartient pas à I, R appartient à J moins I.
mais degré de P est égal à degré de Q est égal à K. D'accord? Et donc quand je vais faire ce P moins Q ici, je vais perdre le coefficient de plus haut degré. Hein, et parce que AK de P est égal à AK de Q. Donc là, en fait, le degré de P va être strictement inférieur à K, ce qui est impossible parce que d'une part, R est différent de 0 et d'autre part, K, c'est la plus petite valeur que l'on trouve dans E. Hein, E, l'ensemble des degrés de N. Et donc, on aboutit à une contradiction. Et donc, ça veut dire qu'on a mal supposé. Donc, ça veut dire que I est égal à J. On vient de démontrer que si I et J sont deux idéaux tels que I inclus dans J et delta N de I est égal à delta N de J, quel que soit N, eh bien, alors I est égal à J. Fin de la démonstration. Donc, petit 5, soit une suite croissante d'idéaux de A de X. Les delta K IN sont des idéaux de A qui est nectarien. Donc, la famille, c'est une famille dénombrable. Quand on met comme indice Kn, elle a donc un élément maximal delta P de IM qui contient tous ces idéaux-là. Pour K fixé, on a vu que la suite delta K de IJ, d'accord, était une suite croissante. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si I est inclus dans J, delta K de I est inclus dans delta K de J. Bon, elle est croissante et A est notarienne. Donc à partir d'un certain rang, elle est stationnaire. D'accord? Soit N égale le sub des petits m, d'accord? C'est celui-là. Et des N0, N1 jusqu'à NP. D'accord? Et le P, c'est celui-là. Et soit petit n appartenant à n, n supérieur ou égal à grand N. On a donc I grand N qui est inclus dans I petit n. Montrons que I petit n est égal à I grand N. On a vu que si on a delta K de I qui est égal à delta K de J, quel que soit K, alors si I est inclus dans J, eh bien on a l'assurance que I est égal à J. Donc là, en fait, si on a ça, puisque on a ça, eh bien, on est sûr d'avoir ça. Donc, il suffit de démontrer qu'on a ça, quel que soit K appartenant à un grand N. Premier cas, si K est supérieur ou égal à P, eh bien delta P de IM est inclus dans delta K de IM. Bon, parce que K est supérieur ou égal à P. Ça, c'est un truc qu'on avait démontré avant. Et M est inférieur ou égal à N. D'accord? M est inférieur ou égal à N est inférieur ou égal à petit n. Donc IM est inclus dans I grand N, est inclus dans I petit n. Donc delta K de lui est inclus dans delta K de lui, est inclus dans delta K de lui. D'accord? Donc finalement, j'ai delta P de IM qui est inclus dans delta K de IM, qui est inclus dans delta K de IM, qui est inclus dans delta K de IN. Et delta P de IM, il est maximal. Donc tous ceux-là sont égaux à celui-là. Donc en particulier, ces deux-là sont égaux et on a donc ça. Maintenant, si K est inférieur à P, N est supérieur ou égal à grand N, supérieur ou égal à NK. Oui, parce que N il est supérieur ou égal à NK, parce que le K est inférieur à P. D'accord? Bon. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh bien, delta K de IN est égal, oui, c'est ça, est égal à delta K de INK à ce moment-là. Et puis ça vient de 1. À ce moment-là, on va avoir ça. Voilà. Et puis, on va avoir ça. Tout ça parce que N et N et grand N sont supérieurs ou égaux à NK. Voilà. Donc, en fait, puisque ça et ça, on en déduit que delta K de IN égale delta K de I grand N. Conclusion, quel que soit N supérieur ou égal à N, on a ça. Et delta K de IN égale delta K de IN, quel que soit K appartenant à N. Donc, d'après ce qu'on a démontré avant, hein, c'est ce que je disais là, hein, on a forcément IN égale I grand N, quel que soit N supérieur ou égal à N. Donc, la suite qui au départ est une suite d'idéaux croissants, elle est forcément stationnaire pour un certain rang, à partir d'un certain rang. Ce qui veut dire que A de X est notérien. Et on a démontré le théorème de transfert de Hilbert. On fait un peu d'arithmétique dans les anneaux. Donc, anneau commutatif unitaire.
Les éléments inversibles de A par définition, c'est les ensembles, c'est les x appartenant à A pour lesquels il existe y, tel que x.y est égal à 1, on a automatiquement y.x égale à 1 puisqu'on a pris commutativité. Et l'ensemble de ces éléments-là, c'est A étoile. À ne pas confondre avec A privé de 0 parce que c'est pas toujours la même chose. A étoile multiplié est un groupe, justification. 1 appartient à A étoile. Si x appartient à A étoile, élément y, vérifiant ça, est unique parce que si on en suppose un autre, en multipliant par y des deux côtés, on trouve facilement que z égale y. On note donc y égale x moins 1. On l'appelle inverse de x. Bon, tout ça, on le sait, appartenant à A étoile lui-même, puisque yx est égal à 1. Enfin, si xz appartient à A étoile, x.z, .x moins 1, .z moins 1, comme c'est commutatif, je mets dans l'ordre que je veux. Normalement, je devrais mettre z moins 1, .x moins 1, mais c'est pareil. Donc, j'arrive à me débrouiller pour que ça soit égal à ça, et donc ça fait 1. Donc xz appartient à A étoile et son inverse c'est ça. Voilà. Donc si A est un corps, alors A étoile, donc ça fait un groupe. A étoile est égal à A privé de 0. Mais si A n'est pas un corps, parce que dans un corps, tout élément non nul est inversible. Mais si A n'est pas un corps, A étoile peut être différent de A privé de 0. Par exemple, Z sur 4Z plus multiplié, c'est un anneau, mais qui n'est pas un corps. Notamment parce que 2.2 est égal à 0 alors que 2 est différent de 0, ben justement 2 points n'est pas inversible. 2.1, 2.2, 2.3, ça ne donne pas classe d'A. Remarque, déjà vu d'ailleurs, si A appartient à A, alors dire que A appartient à étoile, ça équivaut à A.A égale A. Enfin, pas forcément vu sous cette forme. Si A appartient à A étoile, A est inclus dans A, ça c'est évident. Et si x appartient à A, x égale 1, x égale A moins 1x, donc on voit que ça appartient à AA. Voilà, puisque c'est AX. Donc on a cette égalité. Inversement, si on a ça, comme 1 appartient à A, il existe x tel que 1 égale A.x, donc A appartient à A étoile. Divisibilité, AB appartient à A. A divise B, ça équivaut à B appartient à A.A, équivaut à il existe x appartenant à A, tel que A.x égale B. Bon, ça, les équivalences sont évidentes. Notation A divise B. A divise B équivaut à B.A, inclus dans A.A. En effet, B est égal, si A divise B, alors B est égal à AX, donc B.A est égal à A.x, A est inclus dans A.A. D'accord, car x.a inclus dans A. Et B, si on a ça, B.A inclus dans A.A, eh bien on peut dire que B qui est B.A appartient à B.A, donc appartient à A.A. Donc il va, B appartient à A.A, ben ça dit exactement que A divise B. Remarque, première remarque, que soit A appartenant à A divise 0, A divise A, 1 divise A, ben, A divise 0 parce que 0 égale A.0. A divise A parce que A égale A.A et 1 divise A parce que A est égal à 1.A aussi. A il y a deux diviseurs, là 1 et A, il y en a peut-être d'autres. 2. Alpha appartenant à A étoile et A appartenant à A, bien alpha divise forcément A parce que A est égal à A.A et 1, je peux dire que c'est alpha.alpha moins 1, donc tout ça, ça fait A.alpha moins 1. Donc ça c'est un élément de A, point alpha, et donc je vois que alpha divise A. Remarque, A un anneau commutatif unitaire xy appartient à A. Petit 1, x inversible si et seulement si x divise 1. Petit 2, si x est inversible, alors y divise x si et seulement si y est inversible. Démonstration pour le petit 1, si x est inversible, x.x moins 1 est égal à 1, donc x divise 1. Si x divise 1, alors il existe y appartenant à A tel que x.y égale 1, donc x est inversible. Et son inverse, c'est y. Petit 2, donc dans ce sens-là, y divise x, mais on sait que x est inversible, donc il divise 1, donc y divise 1. Donc y est inversible. Réciproque, y est inversible, bah, il va diviser tout A appartenant à A, donc en particulier, il va diviser x.
A un anneau commutatif unitaire, les inversibles de A de x sont les inversibles de A. Petit 1, si A appartient à A est inversible, A.A-1 égale 1, on prend les polynômes constants de degré 0, P égale A, Q égale A-1, et on a P fois Q égale 1, donc P est inversible dans A de x. Et si P est inversible dans A de x, donc là je démontre la réciproque si on veut, eh bien il existe Q appartenant à A de x tel que P fois Q est égal à 1 dans A de x. Degré de P est égal, donc là c'est du degré 0, donc on a forcément degré de P égale degré de Q égale 0, donc il existe PQ appartenant à A tel que P est un polynôme constant égal à petit p appartenant à A, Q égale un polynôme constant Q appartenant à A. Donc P fois Q est égal à 1, donc P.Q est égal à 1, donc P est inversible, donc P est un polynôme constant, et cette constante c'est un inversible de A, de le résultat. Si A est un anneau commutatif et que A, B et lambda appartiennent à A, alors A divise B implique que lambda A divise lambda B. Petit 2. Si A est un anneau commutatif unitaire intègre, alors, et si lambda est différent de 0, alors lambda A divise lambda B implique A divise B. Démonstration. Du petit 1, A divise B, donc B égale AX, donc lambda B égale lambda AX, donc lambda A divise lambda B. Petit 2, lambda A divise lambda B, donc lambda B égale lambda AX, donc lambda facteur de B moins AX égale 0, lambda différent de 0 et A intègre implique B moins AX égale 0, donc AX est égal à B, donc A divise B. Le passage de lambda A divise lambda B à A divise B peut s'appeler une simplification par lambda différent de 0, c'est possible dans un anneau intègre. Et si lambda est différent de 0. Éléments associés. A est un anneau commutatif et A, B appartiennent à A. On dit qu'ils sont associés si A divise B et B divise A. Si A maintenant est un anneau commutatif unitaire intègre et si A, B appartiennent à A. Alors, dire que A, B sont associés, ça équivaut à dire qu'il existe un inversible U tel que B égale à U, ce qui équivaut à dire qu'il existe un inversible V tel que A égale BB. Là, cette équivalence est évidente parce que B égale à AU, ça équivaut à A égale B multiplié par U moins 1, qui est inversible aussi. Donc, il suffit de démontrer celle-là. Démonstration. On suppose que A et B sont associés. Donc A divise B et B divise A. Donc B égale AX et A égale BY. Et donc A égale AXY. Donc A facteur de 1 moins XY égale 0. Premier cas, A égale 0, ben, on peut dire, que, puisque B est égal à X, ça fera donc 0. Et donc 0 est égal à 1 multiplié par 0, donc B, on peut dire B égale 1, A, et 1 est bien inversible. Donc c'est bon, on est bien dans ce cas-là. Deuxième cas, si A est différent de 0, A moins XY égale 0, car A est intègre, donc XY égale 1, donc X et Y sont inversibles, et donc on a B égale A multiplié par un inversible. D'accord? Donc on a bien ça. Voilà. Réciproquement, supposons ça, montrons ça. B égale à U où U est inversible, donc A va diviser B. Mais par ailleurs, on aura A qui sera égal à B multiplié par U moins 1. Et là, on voit que B divise A. Donc A divise B, B divise A, et donc ils sont associés. Donc on a bien la première équivalence, j'ai dit que l'autre suivait. Si A est un anneau commutatif et que A, B appartiennent à A, alors A, B sont associés si et seulement si A, B ont les mêmes diviseurs. Démonstration. Alors là, il suffit d'avoir un anneau commutatif, pas forcément unitaire intègre. Démonstration. Si A et B sont associés, A divise B et B divise A. Donc si je prends un diviseur de A, D divise un diviseur D de A. D divise A, mais A divise B, donc D divise B. Donc D est un diviseur de B. De même, si D est un diviseur de B, alors D divise B, mais B divise A. Donc D divise A. Donc D est un diviseur de A. Donc on voit que tout diviseur de B est un diviseur de A. Tout diviseur de A est un diviseur de B. Donc A et B ont les mêmes diviseurs. Réciproquement, si A et B ont les mêmes diviseurs, comme A est un diviseur de A, puisque A égale A multiplié par 1, et bien, donc c'est bien qu'il soit intègre quand même, celui unitaire, on va dire.
Voilà. Eh bien, à ce moment-là, A divise B. Puisque A divise A, qu'ils ont les mêmes diviseurs. Donc A va être aussi un diviseur de B. Et B est un diviseur de B. B égale B fois 1. Donc, B est un diviseur de B, mais les diviseurs de B et de A sont les mêmes. Donc B divise A. Donc j'ai A divise B, B divise A. Et donc A et B sont associés. Remarque que la relation R définie sur A par X R Y équivaut à X divise Y est réflexive, transitive, mais pas toujours symétrique ni antisymétrique. Réflexive, c'est évident parce que X divise X. Transitive, X divise Y, Y divise Z, donc il existe un B tel que Y égale à X et Z égale BY. Donc Z va être égal à B fois AX égale B à X, qui montre que X divise Z. Elle n'est pas symétrique. Par exemple, dans Z, 2 divise 6, mais 6 ne divise pas 2. Pas antisymétrique, parce que 1 divise moins 1 et moins 1 divise 1, parce que 1 est égal à moins 1 multiplié par moins 1. Mais 1 est différent de moins 1. A, un anneau commutatif unitaire, R défini par X et Y, si et seulement si X et Y sont associés, ce qui équivaut à dire que X.A est égal à Y.A, puisque c'est ce qu'on a déjà démontré avant, de toute façon, est une relation d'équivalence dans A. Oui, parce que ça veut dire X divise Y, donc Y appartient à X.A, Y.A est inclus dans X.A, et puis Y divise X, donc X.A est inclus dans Y.A, donc il y a égalité. Démonstration. Alors, X R Y, parce que X R X, je veux dire, car X divise X, pardon. X R Y, bah, ça équivaut à dire que X divise Y et Y divise X. Donc ça équivaut bien à dire que Y divise X et X divise Y. Donc il n'y a rien à dire. Hein. Ça veut dire que Y est en relation avec X. Et puis si on a X R Y et Y R Z, alors on a X, Y associé, donc X divise Y, Y divise X. Y, Z associé, donc Y divise Z, Z divise Y. Avec ça, on peut dire que X divise Y qui divise Z, donc X divise Z. Et puis on peut dire que Z divise Y qui divise X, donc Z divise X. Donc on a à la fois X divise Z et Z divise X, donc X est en relation avec Z, d'où le résultat. Alors avec ça, on aura cette propriété-là. Alors avant, j'ai mis A, anneau commutatif unitaire. A divise B. A et A' associés. B et B' associés. Alors, A' divise B'. Démonstration facile, A', A sont associés, donc A' divise A. Mais A divise B, donc A' divise B. B, B' associé, donc B divise B'. Mais A' divise B, B divise B', donc on a A' qui divise B'. Si A est un anneau commutatif unitaire intègre, A et B sont associés si et seulement s'il existe un inversible U tel que A égale BU. Démonstration. Si A et B sont associés, B divise A, donc on a une relation A égale BU, mais A divise B, donc on a une relation B égale AV, et donc on a B égale, alors B est égal à A, c'est-à-dire à BUV. Voilà. Donc B facteur de 1 moins UV est égal à 0, et comme l'anneau est intègre, B égale 0 ou 1 moins UV est égal à 0. Si B égale 0, alors A qui est égal à BU, donc B égale 0, bah, ça fait A égale 0. Bah, je peux dire que 0 égale 0 fois 1, et 1 est inversible, donc j'ai bien cette relation. Et sinon, sinon ça veut dire que UV est égal à 1, donc que U est inversible, et comme on avait A égale BU, et bien c'est terminé. La réciproque, si A est égal BU avec U inversible, ben je peux dire donc que B divise A. Mais en même temps, je vais dire que B, je multiplie par l'inverse de U de chaque côté, est égal à A U moins 1. Et donc là, je vois que A divise B, donc B divise A divise B, donc A et B sont associés. Et donc, j'ai bien le résultat. Alors, avec cette relation R, j'ai cette proposition. A, un anneau commutatif unitaire. Petit f qui a A appartenant à grand A associe
l'idéal principal A.A, donc qui appartient à IP, ensemble des idéaux principaux de A, et bien ça induit une bijection phi. On va montrer pourquoi. Donc grâce à la projection canonique à partir de cette relation d'équivalence, une bijection phi de A sur R vers IP, qui est la classe de A, ceci A.A. Alors elle est bien définie parce que si classe de A égale classe de B, A divise B et B divise A, donc B.A est égal à A.A, donc ils auront bien la même image. Voilà. Donc phi est bien définie. Et elle est surjective parce que si I est un idéal principal, I est de la forme AA, et donc un F de A est donc un phi de classe de A. Voilà. Et donc elle est injective, par ailleurs elle est injective parce que si phi de classe de A égale phi de classe de B, ça veut dire que A.A est égal à B.A, et donc A divise B et B divise A, donc A et B sont associés, hein, je l'avais mis ici, et donc classe de A est égale à classe de B, donc phi est bien bijectif. Et enfin une définition, A nano-commutatif unitaire intègre, on dit que A est irréductible si A n'est pas inversible. Alors il faut qu'il y ait ça, et il faut aussi qu'il y ait ça, que si le produit x, y est égal à A, alors l'un des deux, soit x, soit y, est un inversible.